notre conférencier, mais notre vedette de cet atelier, c'est John Husk, donc qui est conseiller municipal à la ville de Drummondville, qui a travaillé très fort là, sur la politique de mobilité durable là, dans la municipalité. Ça va fonctionner de deux façons. Il va y avoir quelques questions qu'on souhaitait lui poser. Et par la suite, on ira avec des possibilités que vous posiez des questions. Donc, on vous invite à utiliser, vous avez en bas de votre écran l'opportunité de lever votre main. Donc, une fois qu'on aura fait le tour des différentes questions que l'organisation a posées à M. Husk, on prendra les vôtres, des fois pour approfondir le sujet de l'excellente présentation qu'on a eue tout à l'heure. Donc, voilà, allons-y sans plus tarder. La première question que j'aimerais vous adresser, M. Husk, vous avez travaillé très fort là, sur cette politique de mobilité durable-là, mais j'aimerais savoir, vous, l'individu, John Husk, est-ce qu'il y a un élément qui fait un peu plus sa fierté de cette grande et belle politique-là? D'abord, merci beaucoup pour vos bons mots. C'est vraiment très gentil. J'apprécie beaucoup. C'est une bonne question. Moi, ce qui m'importe dans mon travail, c'est de savoir qu'on fait des choses structurantes qui vont en arriver à changer la réalité quand la réalité a besoin d'être changée. Moi, j'ai étudié en politique publique puis en aménagement du territoire. Puis moi, je crois beaucoup dans l'action structurante sur le long terme et de mettre ça en œuvre parce qu'il y a toujours beaucoup de pression au niveau politique d'agir concrètement là et demain matin. Et ça, il y a des choses, mais il faut concilier, il faut faire, il faut agir aussi à court terme pour donner confiance aux citoyens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais le vrai, pour prendre un slogan, le parti politique montréalais, mais le vrai changement, c'est ce qui est structurant et qui est intégré au fonctionnement à long terme de la municipalité. Fait que je pense que ce n'est pas encore joué parce que on va savoir à toutes les élections, voir si c'est maintenu, mais pour moi, ce qui est la chose dont je suis le plus satisfait jusqu'à date, c'est cette imbrication-là de la mobilité durable dans le fonctionnement de l'organisation municipale, dans la planification à long terme, dans le cadre financier de la ville. C'est tous les mandats qu'on donne, c'est le fait que j'ai plus besoin, comme j'ai fait pendant plusieurs années, de le porter moi-même, mais de convaincre les gens. C'est maintenant des gens qui j'ai jamais parlé dans l'organisation, qui arrivent à des comités ou au conseil, puis disent puis pour la politique de mobilité durable, on pourrait faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que le fait que ce soit vraiment intégré dans l'organisation, je pense que c'est la chose c'est pas encore parfait, c'est sûrement imparfait, mais c'est ce que je suis le plus heureux jusqu'à là. C'est vrai de justement d'avoir des politiques qui sont transversales, qui touchent à peu près l'ensemble des départements, éviter les silos, vous l'aviez souligné tantôt, mais je pense que c'est vraiment une des pièces centrales justement d'une démarche comme celle-là, si on veut que ça fonctionne bien. On fait souvent la blague, on fait des fois des rapports, des études, on les met sur une tablette, mais à un moment donné, on a convenu ici qu'il n'y en avait plus de tablettes, on les avait toutes défaites, là. On fait des rapports et on les utilise. C'est ça. Ma deuxième question, Drummondville, c'est une ville là, qui est principalement urbaine. Je sais que ce n'est pas exclusivement, mais principalement urbaine. Pour les secteurs un peu plus ruraux, la MRC Montcalm en fait partie. Puis vous le voyez un peu avec Drummondville. Est-ce qu'il y a des différences que vous voyez dans la façon d'aborder les choses? La Naudière, c'est un très grand territoire qui est très, très, très urbain en son sud, qui est beaucoup plus rural là, vers le nord. Donc, est-ce que vous voyez des différences, des cues comme ça qu'on devrait garder en tête? Effectivement, Drummondville, on arrive à 80 000 de population cette année. On est la ville-centre d'une MRC de 105 000 de population. Donc, il y a des municipalités de quelques milliers de personnes aux alentours de nous qui gravitent vers Drummondville aussi, mais c'est sûr que c'est majoritairement urbain. Moi, je pense que c'est pas les. Moi, je pense que la recette peut s'adapter. Je pense que ça ne produira pas les mêmes résultats. Vous n'arriverez pas aux mêmes conclusions que. Je ne connais pas beaucoup la Naudière, honnêtement, là, mais
si c'est une ville comme Drummondville, on est à peine suffisant, un exemple, à peine densité et population suffisante pour avoir un transport en commun qui tourne constamment. C'est peut-être pas le cas, évidemment, dans plusieurs municipalités chez nous, comme dans la Naudière, mais c'est le fait d'appliquer des principes. Quand je parlais de travailler en partenariat, de travailler dans les services d'une organisation municipale, travailler en collaboration, en concertation, en co-construction dans l'organisation municipale, entre l'administratif et le politique, en tous les services municipaux, et après ça, de l'étendre ce principe-là à la collectivité, peu importe la dimension de votre municipalité, ces principes-là, c'est universel. Fait que c'est vraiment d'aller puiser dans l'intelligence collective. Et en fait, moi, je suis convaincu que l'expertise, on l'a sur le sujet. Il faut. Les bonnes idées viennent quand on met les têtes ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut amener les gens. Faut qu'il y ait un porteur de ballon, là. Il faut qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui porte ça, mais il faut que ça devienne l'affaire de tout le monde. Et donc, c'est un peu ces principes-là qui peuvent être appliqués un peu partout, mais d'une manière différente. Fait que la mobilité durable, ce n'est pas que l'affaire des villes. C'est ça, effectivement. Donc, est-ce que vous avez eu, je pense que vous l'avez élaboré rapidement, là, mais je pense que vous avez eu une aide technique pour réaliser ce plan-là. Est-ce que vous avez eu une aide financière aussi de la part du gouvernement provincial? Ou... On n'a pas eu, au début, oui, on a en fait, moi, j'étais responsable politique, mais il y avait aussi un responsable administratif, un ingénieur, nous, un ingénieur en circulation chez nous à la ville. Ce n'est pas le cas partout, évidemment. Mais on a aussi un mandataire externe qui nous accompagnait. Son nom, c'est Jean-François Bruno. Il est associé à la politique. Ça prend appuyer et mener le processus. Évidemment, appuyé par idéalement un fonctionnaire là, qui est au cœur de la municipalité et qui peut mettre cette personne-là en contact avec tous les acteurs clés et tout ça, mais ça prend quelqu'un qui a le temps et le mandat clair de faire ça. Et nous, on l'a budgété, vu que c'est dans le plan stratégique de la ville, les dépenses reliées à ça, la ville les a assumées. À l'époque, quand on a commencé en 2017, en 2018, la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec pointait vers la possibilité d'avoir une subvention du ministère des Transports pour faire des démarches. Je ne sais plus, on ne comptait plus là-dessus, en fait. Fait qu'on l'a assumé nous-mêmes, mais je pense qu'il existe des possibilités, entre autres, le ministère des Affaires municipales, il y a des programmes milieu de vie durable, des choses comme ça, qui peuvent donner une assistance là-dessus. Là. Fait que, ouais. Mais nous, on ne l'a pas fait, nous, on l'a assumé directement. On voit clairement que vous êtes un convaincu. Mais quel conseil pourriez-vous donner à un autre élu qui souhaiterait mobiliser ses collègues au conseil, qui sont peut-être moins sensibles aux enjeux ou qui ne les voient pas? C'est quoi les conseils que vous leur donneriez? Je dirais un mot, je dirais que c'est de l'empathie. Il faut jouer le rôle de, tu sais, oui, on est convaincu, mais si on veut embarquer les gens, la mobilité durable concerne tout le monde. C'est comme de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, c'est là la complexité derrière ça. Tout le monde est impliqué là-dedans pour que les gens aient, moi, je suis loin d'être un psychologue, là. Mon humble apprentissage, c'est pour que les gens s'intéressent à quelque chose et se l'approprient, il faut qu'ils voient un bénéfice pour eux. Ce n'est pas que les gens sont égoïstes, c'est que tout le monde a dans servir, qui ont été mandatés. C'est une question peut-être de communication, c'est de lui présenter comment la mobilité durable peut répondre à ses besoins à elle ou comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que ce soit le cas. C'est une question de perspective, mais c'est vraiment, vraiment de se mettre à la place des autres personnes, comprendre leurs besoins, tout en maintenant sa motivation et sa personnelle à faire ça. Mais il faut vraiment se mettre à... C'est comme un peu...
quelqu'un me parlait à un moment donné de se désexpertiser. Là. On est comme que se mettre à la place des autres et comprendre. C'est comme ça qu'on embarque les gens quand les gens sentent qu'on prend en considération leurs besoins. Parfait. Merci pour ces précieux conseils. Moi, j'ai fait le tour des quelques questions que j'avais. Je vois qu'il y a déjà, j'ai 2 mains qui ont commencé à lever. Je vais y aller dans l'ordre que je les ai à l'écran. La première question, ce serait de Pascal Dubé. On vous écoute. Oui, bonjour, Pascal Dubé, je suis directeur de service de l'environnement pour la ville de Mascouche. Puis, je me demandais dans le cadre de votre plan si vous avez présenté les investissements faits au niveau des immobilisations, mais au niveau de l'entretien des structures qui seront aménagées, pistes cyclables, etc., avez-vous aussi un planning à cet égard-là sur les surcoûts que ça pourrait engendrer ou on parle de déneigement, les pistes cyclables, etc.? Oui, on l'a évalué. Quand on est arrivé au bout du processus là, au printemps 2019, on a évalué que ça prenait pour tel investissement en infrastructure, c'est un estimé au kilomètre, mètre linéaire. Là. Mais après ça, on a évalué selon ce que les services municipaux nous avaient dit, que leurs besoins pour prendre telle chose en charge, selon les coûts opérationnels des actions projetées. Oui, on a fixé aussi un budget récurrent en termes d'opération qui s'est imbriqué. Ça se fait on a comme un cadre financier qui se fait comme sur 3 ans pour arriver à intégrer toutes les dépenses. On avait fixé des choses au début, des coûts opérationnels. Finalement, il y a eu des ajustements aussi en cours de route depuis ce temps-là. Fait qu'on ne peut pas connaître précisément les besoins sur le coût parce qu'après ça, les services ont d'autres besoins qui arrivent en cours de route. Mais oui, en gros, on avait tenté de prévoir au maximum tous les coûts en investissement et les coûts opérationnels. Merci, M. Husk. On passerait maintenant à la question de Mme Muriel Lafarge, s'il vous plaît. C'est à vous. Oui, bonjour. Moi, c'est donc Muriel Lafarge. Je suis candidate pour les prochaines élections municipales comme conseillère municipale à Joliette. J'avais 2 questions. Une première question, mais là, tantôt, vous avez presque répondu en disant que Drummondville, c'est 80 000 habitants, puis la MRC, 105 000. Dans le fond, c'était de voir votre plan, comment il s'intégrait au niveau de la MRC, la cohésion entre les différents petits villages et tout ça. Donc, il y avait cette première question. Puis la deuxième question, c'est sur le transport en commun. Avez-vous la densité nécessaire? Comment vous budgétez ça? Quelle est la part de subvention? Pensez-vous à éventuellement la gratuité? C'est mes 2 questions. Et, en rapport à l'échelle MRC, oui, c'est Drummondville compose 70 de la MRC de Drummond. Là. Fait que peu importe ce que la ville de Drummondville fait, ça a nécessairement une grande influence, mais la MRC a amorcé durant que nous, on faisait notre plan de mobilité. On a inclus la MRC dans les partenaires qu'on consulte, partie prenante. La MRC a amorcé une étude pour le transport collectif en milieu rural parce qu'il y a plusieurs municipalités qui gravitent pratiquement toutes vers Drummondville pour les emplois et les services, éducation, etc. Donc, la MRC, on collabore avec eux pour arrimer leur étude de notre plan de mobilité qu'eux ont participé. Donc, c'est dans la genèse de leur plan, mais eux ont les besoins en termes rural. On travaille avec eux pour voir comment arrimer ce qu'eux vont produire à cette échelle-là. Donc, on est en collaboration, pas au jour le jour, là, mais les fonctionnaires se parlent là-dessus là, pour s'assurer de bien s'arrimer. Et je ne sais pas si ça répond à votre question là-dessus. Oui, merci. C'est sûr, parce que Drummondville, c'est quand même un bon bout rural. Depuis presque une trentaine d'années, mais en ce moment, ce n'est pas une alternative à la voiture. Ce n'est pas une alternative viable à la voiture. Là. Si vous habitez un bout de Drummondville, vous allez aller au bout, vous allez traverser en auto en 15 minutes. En transport en commun, ça va prendre
peut-être 1h30, 2 heures là, avec les bouts à pied à faire, etc., pour joindre les deux. Donc, c'est vraiment plus comme un filet social en ce moment, le transport en commun qui dépanne les gens qui n'ont pas d'autres options. Ça, c'est un changement de. Puis là, en ce moment, le transport en commun, c'est un contrat qui est en vigueur de 2018 à 2023. Fait que là, on change l'approche complètement pour le transport en commun. On vise à en faire une alternative à la voiture, une alternative viable. Donc, on a donné, en vue du renouvellement du contrat en 2023, on a donné un mandat à la chaire mobilité de l'École polytechnique à Montréal. Ils vont nous concevoir, c'est en train de se faire selon des algorithmes que je ne pourrais vraiment pas vous expliquer la complexité derrière ça, mais selon la densité actuelle, le potentiel de requalification, proposer des parcours optimisés qui vont inclure quelle devrait être la fréquence de passage, quel type d'autobus devrait être là-dedans. Et donc, c'est une grosse étude qui se fait à temps pour lancer l'appel d'offres quelque part en 2022 pour arriver à un nouveau réseau en 2023. Et par-dessus ça, on a aussi eu une subvention cette année pour le programme Milieu de vie durable du ministère des Affaires municipales que je mentionnais. On a une étude qui est comme la couche urbanistique par-dessus la couche transport en commun que je viens de vous expliquer. On va déterminer où densifier et comment et à quelle priorité autour du transport en commun. Donc, on va passer d'un mode de développement d'urbanisation du territoire qui est en étalement vers une densification autour du transport en commun. Fait que ça va faire comme un cercle vertueux. Plus qu'on densifie autour du transport en commun, plus que l'achalandage est grand, plus que le niveau de service peut être élevé. Donc, on est en ce moment, là, on met toutes nos billes vers le prochain contrat de 2023. Merci beaucoup. C'est vraiment, je m'excuse, je rajoute, ça semble banal, mais connaître toutes ces fenêtres d'opportunités-là, de contrats et de politique, quand ça se termine, quand ça commence, c'est pas banal. Il faut vraiment en tenir compte pour justement avoir une vision stratégique. Merci, M. Husk. Merci, Mme Lafarge, pour votre question. Effectivement, Joliette et Drummondville, c'est deux réalités qui peuvent se ressembler comme étant des villes-centres. La personne suivante, ça va être M. Patrick Goulet. On vous écoute. Oui, bonjour, merci. En passant, j'ai été à Drummondville l'année dernière. J'ai voyagé à vélo électrique jusqu'à Drummondville. Puis j'ai été agréablement surpris là, de voir les infrastructures protégées pour les cyclistes. Puis ma question, en fait, j'ai fait un grand voyage. Je suis parti de Montréal, puis je suis passé par Drummondville, monté jusqu'à Shawinigan, puis après ça, je suis revenu par Berthier, puis je suis retourné à Montréal. J'ai un terrain aussi à Saint-Côme, dans la Naudière. C'est pour ça que je suis avec le forum aujourd'hui, parce que moi, la question, c'est ce que j'ai remarqué en sortant de Drummondville, puis en arrivant à Drummondville. Bon, j'ai pris la route verte, c'était sécurisé, ça allait bien, mais de Drummondville jusqu'à Trois-Rivières, là, bon, il y en avait des parties, mais est-ce que vous avez un plan pour élaborer vraiment un parcours sécuritaire? Parce que souvent, on arrive sur des routes, pas d'accotement, très dangereux. Puis, je veux faire aussi allusion dans la Naudière, surtout à Saint-Côme, en s'en allant entre Saint-Alphonse puis Saint-Côme. C'est dangereux. Les voitures roulent vite, 90 km/h, je ne sais pas, là, mais puis quand tu n'as pas un accotement très large, avez-vous un plan pour élaborer ce genre d'infrastructure-là entre les petites municipalités? En fait, on a un plan pour les infrastructures sur notre territoire. On tient compte de la route verte là, qui passe chez nous, mais on ne tient pas compte cependant évidemment des aménagements que les autres municipalités feront, les municipalités voisines feront chez elles. Nous, on va travailler avec elles pour établir les meilleurs parcours, mais c'est sûr que le plus gros de notre attention, notre focus en termes de mobilité durable, c'est les déplacements au quotidien. Il est plus dans le cœur de la ville. Il n'est pas dans le cyclotourisme ou le cyclosportif. On mise vraiment sur le développement d'infrastructures, en tout cas dans le premier plan d'action 2024, plus dans le cœur de la ville, je vous dirais. Fait que, voilà.
Merci, M. Husk. On passerait maintenant à M. Neveu. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Super. Merci, M. Husk, pour votre présentation. Moi, j'ai une question pour vous, dans le fond. Je veux savoir, je suis conseiller en développement économique à la Ville de Québec. Je suis responsable des projets d'ouverture de rues, de nouvelles rues, donc essentiellement pour des projets domiciliaires qui sont situés en périphérie de la ville, mais à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Puis souvent, le défi qu'on rencontre, c'est qu'à la Ville, on a une vision de mobilité durable là, à la Ville de Québec qui est en préparation. On a un guide pour des rues partagées qui a déjà reçu là, des mentions intéressantes. Mais quand je me retourne, souvent, moi, je regarde des collègues de mon service ou de d'autres services qui travaillent dans des quartiers centraux puis qui font des projets de réflexion sur des principes de rue partagée ou de rue complète. Je trouve ça super intéressant, mais quand c'est le temps d'ouvrir une nouvelle rue en périphérie, dans des projets, des quartiers domiciliaires, je suis toujours pris pour travailler avec d'autres équipes, puis des gens qui ont des préoccupations de déneigement, de géométrie, puis tout ça. Alors, je voulais savoir comment avez-vous réussi à Drummondville à implanter les principes de nouvelles géométries, de rues complètes dans les nouveaux projets de développement et pas seulement là, dans les quartiers existants? Oui, c'est encore nouveau par contre, fait que c'est sûrement encore imparfait. Et les méthodes de travail, ça prend des années là, à changer les méthodes de travail des gens. Oui, le guide de rue complète donc, que je mentionnais durant ma présentation, qui est disponible aussi sur le site de la Ville. Si vous voulez consulter, ça élabore un paquet de gabarits, notamment pour largeur de chaussée, largeur de trottoir, des minimums, des maximums, des cibles dans un monde idéal. Oui, ça s'applique à toute nouvelle voie, réfection de voies existantes, mais aussi construction de nouvelles voies. Nous aussi, là, il reste encore du développement à faire dans le périmètre d'urbanisation. Mais c'est sûr que c'est encore un défi de convaincre certaines équipes de rétrécir les largeurs et de mettre de la verdure et tout ça, sauf que on a eu le buy-in, va dire, en bon français, de plusieurs directeurs de services. C'est vraiment l'investissement en amont qu'on a fait de faire participer les gens qui, après ça, deviennent des porte-parole qui convainquent leur équipe. Fait que oui, le guide s'applique autant dans l'existant que le nouveau. Merci. Vicky, c'est à toi. Oui, bonjour. Merci, John, tu es toujours super inspirant puis motivant. Là. Ça fait quelques fois que je t'entends sur différents sujets, là, puis je suis vraiment contente que tu aies été avec nous aujourd'hui. J'ai une question qui est peut-être en différents volets. Moi, je note dans la région ici, il y a deux choses qui commencent, mais plus doucement. C'est-à-dire que faire de la co-construction puis consulter les citoyens, des fois, je pense que les milieux sont un peu frileux, peut-être qu'ils ont peur de comment ça pourrait se passer ou d'être pris avec des choses qui ne seront pas gérées. J'imagine que pour favoriser l'accessibilité sociale par la suite, ça pourrait être un avantage qu'on pourrait amener, mais je voulais savoir si tu vois d'autres avantages. Puis l'autre chose aussi, tu as parlé du programme pour les milieux de vie durables. Puis je pense que dans ma région, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup utilisé. Fait que comment qu'on peut faire comme CRE? Je vois que dans la salle, il y a d'autres CRE, il y a des conseillers municipaux, il y a des employés municipaux, il y a des gens de différents milieux, mais comme CRE aussi, comment est-ce qu'on pourrait stimuler nos municipalités, les encourager, leur donner des arguments pour appliquer sur ces programmes-là, puis pour favoriser la consultation citoyenne puis la co-construction? C'est ça, la co-construction, première question, ça, c'est quelque chose, ça prend des années à développer. Là. Moi, je me rappelle, ça fait 12 ans que j'étais à la Ville, puis je me rappelle pas plus tard qu'en 2017, d'aller au front, on se pensait avant-gardiste ou presque, là, mais au mois de mars 2017, cette année, vous allez avoir une voie cyclable sur votre rue et donc il n'y aura plus de stationnement sur rue devant chez vous. Puis on dit, on leur dit d'avance.
il ne devrait pas avoir de problème, mais vous chercherez le cas de le boulevard Jean-Brébeuf en 2017 à Drummondville, dans le journal L'Express, pour vous. C'est ça, mais et là, on a appris de ça et aujourd'hui, il faut vraiment être en amont le plus possible parce que, ne serait-ce qu'aujourd'hui, la façon que la société, c'est des grandes affirmations, mais la façon que la société fonctionne, c'est plus juste des élus qui décident et des citoyens qui doivent prendre ces décisions-là. Il faut faire participer les gens, ne serait-ce que pour une question de cohésion sociale. Les gens sont de plus en plus éduqués, les gens s'intéressent à leur milieu, il faut les faire participer. Ça améliore la légitimité des décisions. Ça permet de tester aussi certaines choses. C'est important d'avoir une approche en termes de projets pilotes, des aménagements qui peuvent être changés, tout ça. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit dans la grande majorité des cas, c'est que les gens sont d'accord. La majorité, pas tout le monde, la majorité des gens, il n'y aura jamais d'unanimité sur quoi que ce soit, sont d'accord avec des choses, mais ils veulent être partie prenante de ça. Ils veulent pouvoir donner leur point de vue, sentir que leurs besoins sont pris en considération. Puis je pense que c'est légitime. Mais ça, c'est une culture qui se développe. Ça prend des années. Ça prend des années, ça prend de l'expérience. Il va y avoir des conflits qui vont sortir de ça. Mais il faut y arriver pour assurer une meilleure cohésion. Ça fait partie du développement durable de façon générale aussi. Fait que, ne serait-ce nous que pour réduire les chicanes que ça pouvait générer souvent, c'est une plus-value, c'est certain. Mais à travers de ça, il faut que l'institution publique, les leaders, gardent le leadership de ça. C'est sûr que si on demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez qu'on va dans cette rue-là, on va arriver avec du mur à mur, puis tout est n'importe quoi. Fait qu'il faut avoir un certain leadership, mais inclure les gens en amont et le plus possible tout au long, c'est juste une bonne pratique, je pense. L'autre question, Vicky, c'était quoi, excuse-moi? C'est tous ces programmes-là, comme milieu de vie durable, lutte et adaptation au changement climatique, comment on pourrait stimuler les instances municipales à adhérer à ces programmes-là puis à en profiter? Bien, souvent, nous, c'est parce qu'on a quelqu'un qui, dans sa description de tâche, c'est de coordonner la mise en place de la mobilité durable. Puis là-dedans, il fait une veille des programmes. Mais moi, si on me corrigera, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les fonctionnaires municipaux, ce n'est pas des gens qui aiment remplir des formulaires, des demandes de subventions. Ils ne font pas ça souvent. Ce n'est pas quelque chose qui est bien le fun et qui est naturel. Mais dans ce cas-là, je pense que ça vaut la peine de peut-être donner des petits mandats pour faciliter ça à un OBNL, le CRE ou autre, pour assister la municipalité, quand même que la Ville dépenserait quelques centaines de dollars pour aider à avoir ce mandat-là. Si on en retire des dizaines de milliers, écoute, c'est juste une question d'argent. C'est rentable. Il faut juste donner l'effort d'avoir une façon de procéder pour aller chercher cet argent-là. C'est vraiment une question d'argent, là. Et c'est de se donner les moyens de nos ambitions. Et quand il y a des programmes comme ça, il faut vraiment sauter sur les occasions. Fait que c'est peut-être pas le prendre sur nous, puis voir quelque chose comme étant trop lourd, puis de le donner, mais de façon que ça soit rentable quand même. C'est une idée. Comme CRE, par exemple, on pourrait faire connaître ces programmes-là. Des fois, ils le savent déjà, mais un petit rappel, puis dire, on peut vous aider si vous avez besoin d'un coup de main pour monter la demande de subvention, par exemple. C'est une excellente idée. Ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons, le CRE ou autre organisation voit il faut que les OBNL suivent ce que les institutions publiques font. On a vu, monsieur, madame X, on a vu que vous faites une politique de mobilité durable. Saviez-vous que tel programme, on peut vous aider à, fait que c'est de présenter les choses comme pas un fardeau de plus. C'est comme comment est-ce que ce programme-là peut être un moyen pour répondre aux besoins de la municipalité. C'est vraiment une façon de le présenter et de voilà, c'est ça. Oui, merci. Effectivement, Muriel, le projet est terminé. Puis, je vais juste dire qu'il reste 3 minutes. C'est ça, il y avait M. Maisonneuve qui pouvait peut-être réenchérir. Là. Ça fait un moment, je suis désolé. Là. Ah, bien, il n'y a pas de problème. En fait, c'est peut-être pour répondre aussi à Vicky, pour renchérir sur M. Husk, ce qu'il disait.
En fait, c'est vrai que dans les municipalités, c'est très difficile certainement là, de pouvoir avoir la population qui embarque, etc. Nous, on a été élus en 2017, puis ce n'était pas quelque chose qui se faisait de consulter vraiment la population. Nous, on s'est dit, bon, on va créer la première politique de développement durable à Terrebonne, chose qui n'avait jamais été faite complètement. Donc, il faut qu'on se crée des leviers. Il faut se donner la chance de pouvoir solliciter les gens. Donc, comment qu'on peut faire? Parce qu'il faut être deux pour danser, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré avec les gens à l'interne de voir comment aller chercher le coût de la population. Parce que la politique de développement durable, vous l'avez parlé, bon, les milieux de vie, c'est une chose, le transport actif, c'en est une, la mobilité durable, toutes ces choses-là, il n'y a personne de mieux placé que le citoyen, celui qui le vit au quotidien. Il n'y a personne de mieux placé que lui pour savoir qu'est-ce qui est mieux d'être fait. Donc, c'est d'aller chercher par nos questions. On est allé diffuser sur les réseaux sociaux, etc., toujours avec les gens à l'administration, à la ville, pour voir, puis ça vient chercher les gens dans leur quotidien. Donc, effectivement, c'est un plus qu'on est allé chercher. Donc, c'est une façon d'aller chercher les citoyens. Tant que c'est quelque chose qui va les toucher, bien, ils vont accepter d'y aller. Naturellement, il ne faut pas que ce soit des questionnaires qui prennent 3 heures à répondre, short and sweet, sur des questions précises, orientées, qui les intéressent. Ça peut être en plusieurs volets, mais les gens vont y adhérer. Mais il faut du pouvoir politique, il faut du guts, parce que des fois, c'est d'aller challenger les gens, parce qu'on peut se faire challenger nous aussi, c'est-à-dire qu'on a une vision, mais c'est peut-être pas ça que les gens nécessairement ont envie. Donc, on se fait dire vraiment, voici qu'est-ce qu'il y en est de la réalité, voici où on veut aller. Bien, c'est à nous de les écouter. Puis même à l'interne, on parlait tantôt de transversalité. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé dire, bien, on avait une direction de l'environnement, mais une direction du génie, puis parfois, bien, c'était difficile de les faire parler parce que c'est bien beau lancer un projet X, Y, Z en génie, mais au point de vue environnemental, c'était difficile. On les a joints ensemble, donc à première vue, ça peut avoir l'air un petit peu bizarre, mais honnêtement, les projets qui ont sorti de ça par la suite,